Merci à tous ceux qui sont ici avec nous en salle. Merci à tous ceux aussi qui sont sur le web. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous offrir un autre séminaire du Pôle Santé. Bon, plusieurs me connaissez, je suis Marie-Hélène Jobin, professeure ici à HEC Montréal, associée au Pôle Santé, mais aussi accessoirement directrice des relations et des partenariats internationaux. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que vous m'avez moins vue depuis que j'ai laissé la chance à Denis de diriger une merveilleuse équipe et de veiller à la destinée du Pôle Santé. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui présente parce que, en fait, j'ai participé à cette recherche et ça nous fait extrêmement plaisir d'être ici pour pouvoir vous donner un rendu de ce que nous avons fait et restituer l'ensemble des belles découvertes que nous avons réalisées. Je suis accompagnée aujourd'hui de plusieurs personnes. En fait, il y a l'étudiante qui a travaillé à ce moment au niveau d'une des parties de la recherche et maintenant qui est professionnelle, qui est chargée de projets au Pôle Santé, Émilie Costillot. Et il y a aussi, bien entendu, Marie-Kim Brisson, qui est la vice-présidente du développement stratégique et affaires publiques chez Génome Québec, qui a été notre donneur d'ordre, mais aussi d'une aide extrêmement précieuse tout au long de la réalisation de cette recherche pour pouvoir nous aider à orienter l'ensemble de nos actions. Donc, sans plus tarder, je vais débuter en vous présentant d'une façon très, très brève pourquoi le Pôle Santé s'est intéressé au sujet de la médecine génomique et pourquoi on pensait pouvoir faire une contribution intéressante pour l'évolution et le parcours de Génome Québec. D'abord, on avait au départ fait des recherches dans différents domaines en matière d'innovation en santé et ça nous avait porté à croire que dans plusieurs cas, on tente de pousser l'innovation en santé et que malgré les efforts qui sont consentis par plusieurs parties prenantes, l'absorption ne se fait pas toujours bien de la part des milieux et que nous avions besoin probablement d'une réflexion fraîche pour pouvoir comprendre davantage pourquoi l'innovation ne réussit pas à s'absorber. Et c'est un thème de recherche qui est récurrent au niveau du Pôle Santé. Donc, en particulier, lorsque Génome Québec nous a approchés pour nous demander de regarder l'ensemble de la diffusion, de la dissémination des pratiques en génomique dans l'ensemble de la population, bien, ça a été 1 + 1 = 2, puis on a décidé d'aborder la question. Puis on s'est dit, on va ancrer, dans la mesure du possible, notre réflexion autour justement de ce que les gens pensent et pour pouvoir partir de ce point de vue-là, pour pouvoir comprendre les mécanismes qui vont faire qu'on va pouvoir avoir une meilleure appropriation de la part de l'ensemble de la population. Alors, voici, je vais laisser la parole au début à Émilie qui va nous présenter plutôt à Marie-Kim qui va nous présenter l'ensemble du contexte de la génomique au Québec, la médecine génomique, et par la suite, Émilie va reprendre pour pouvoir nous parler de la première partie de la recherche et je reviendrai un petit peu plus tard pour parler de la deuxième partie. Merci. Alors, bonjour. Oui, c'est ça. Non, attendez. Voyons. C'est bon. Alors, d'abord, merci. Je voudrais dire merci à Marie-Hélène, merci à Émilie d'offrir à Génome Québec l'opportunité de venir partager avec vous les grands défis d'adhésion sociale auxquels on fait face. Et avant de débuter, je veux quand même vous faire une petite confidence. Je ne suis pas une scientifique, je suis plutôt une spécialiste des affaires publiques, de l'éducation et ce type d'enjeux. Donc, on en tient compte au moment de la période de questions. Vous n'avez pas une généticienne devant vous. Alors, rapidement, je vais vous parler un tout petit peu quand même de Génome Québec, qui on est. Alors, nous sommes une organisation privée à but non lucratif. Donc, Génome Québec n'est pas un organisme gouvernemental, mais c'est un organisme qui est financé en partie par les 2 paliers de gouvernement, donc par le gouvernement fédéral, par l'entremise de Génome Canada, par le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et la 3e source provient soit d'entreprises privées, de fondations ou d'autres sources variées. Alors, notre expertise, c'est vraiment le développement stratégique et scientifique de la génomique au Québec. On a investi depuis notre création en 2000, donc ça va faire 20 ans déjà qu'on existe l'année prochaine. On a investi au-delà d'1 milliard de dollars dans le développement de la génomique au Québec.
ce qui est quand même énorme. Et ça nous a permis de financer 160 projets de recherche et de permettre à environ 800 chercheurs au Québec de bénéficier de nos financements. Lorsqu'on parle de génomique, on parle de la science de l'ADN. L'ADN, c'est partout où il y a de la vie, il y a de l'ADN. Donc, le réflexe, souvent, c'est de faire le lien entre la génomique et la santé humaine. Mais je vais quand même vous dire que nous, on a 4 secteurs prioritaires. Donc, oui, la santé humaine est un des plus importants, mais on fait aussi des projets en environnement, en agriculture, en foresterie et dans d'autres domaines du vivant. Alors, voilà pour... qu'est-ce que j'ai fait? Ah, voilà. Alors, notre mission, développer, catalyser le développement et l'excellence. Et là où je veux mettre l'emphase, c'est que dans notre mission, il y a des questions d'intégration et de démocratisation. Qu'est-ce qu'on entend, et c'est ce qui nous concerne beaucoup, ce qui nous interpelle aujourd'hui dans le cadre de cette discussion-là. Lorsqu'on parle d'intégration, on parle d'amener les applications de la génomique sur les terrains d'utilisation. Donc, s'assurer tout le processus qui va permettre éventuellement aux citoyens de vraiment bénéficier des technologies, des découvertes issues de la génomique. Lorsqu'on parle de démocratisation, on parle de vulgarisation, d'éducation, d'adhésion sociale. Donc, pour nous, à Génome Québec, depuis quelques années, tout cet aspect-là est vraiment devenu un des 4 axes stratégiques prioritaires de l'organisation. On m'a demandé de vous parler en quelques mots, de vous expliquer en quelques mots. Bon, on parle de médecine génomique, mais qu'est-ce que c'est la médecine génomique? Alors, on a une petite vidéo qui a été produite avec Génome Canada qui fait un très, très bon travail. Alors, ça va vous changer de beat. Alors, je vais vous présenter cette vidéo qui dure environ 2 minutes et demie. Lorsqu'il est question de santé humaine, la génomique joue un rôle de premier plan. Elle peut aider à améliorer les soins aux patients grâce à des informations plus précises et plus efficaces, transmises plus rapidement et basées sur la constitution génétique unique d'une personne. La génomique est une combinaison de la biologie, de la génétique et de l'informatique qui nous offre une connaissance approfondie de l'ADN de tous les organismes vivants. Par exemple, le cancer du sein peut être catégorisé en différents sous-types de maladies en fonction de modifications génétiques spécifiques. À chaque sous-type est associée une solution de traitement optimale. Dans certains cas, le test génomique peut déterminer un traitement qui cible directement la cause à l'origine de la tumeur du patient. Dans d'autres cas, les tests génomiques peuvent être utilisés pour évaluer la probabilité qu'une tumeur réapparaisse après la chirurgie. Si cette probabilité est faible, la chimiothérapie et tous ses effets secondaires négatifs peuvent être évités. Ainsi, les patients se portent mieux et les établissements de soins de santé réalisent des économies d'argent. La génomique peut également jouer un rôle dans l'identification et le contrôle des maladies infectieuses. Le VIH, virus du sida, en constitue sans doute l'un des meilleurs exemples. À l'aide d'outils génomiques, les chercheurs ont découvert qu'un traitement composé de plusieurs médicaments représenterait la meilleure stratégie pour lutter contre cette épidémie et ainsi l'empêcher de se propager. Les tests génomiques peuvent notamment permettre de déterminer quels traitements sont les plus susceptibles de fonctionner lorsqu'il s'agit de traiter une souche de la maladie en particulier. Les cliniciens développent alors un traitement sur mesure. La puissante combinaison formée de médicaments ciblés et d'outils génomiques a transformé le VIH en une maladie chronique qu'il est désormais possible de gérer tout en réduisant considérablement le taux de prévalence. Enfin, parmi les énigmes médicales les plus insolubles se trouvent les maladies génétiques rares. Ces maladies affectent collectivement 1,5 million d'enfants et de familles au Canada et ont des conséquences dévastatrices. Comme ces maladies sont difficiles à diagnostiquer, les patients peuvent être laissés à eux-mêmes ou traités à l'aide de médicaments inefficaces pendant des années. La génomique peut nous aider à déterminer rapidement et efficacement les causes génétiques sous-jacentes de ces conditions. Ces données peuvent ensuite permettre un diagnostic et nous aider à mettre en place les plans de traitement appropriés. Ce ne sont que quelques exemples illustrant l'apport de la génomique à l'élaboration de solutions précises, rapides et efficaces au profit du secteur des soins de santé. Communiquez avec nous pour découvrir comment nous pouvons vous aider à tirer parti de cette technologie avancée. Bon, voilà. Cette vidéo-là est quand même assez bien faite, mais elle n'est pas 100%, je dirais, elle ne touche pas à 100% du topo, si on veut. Entre autres, elle n'aborde pas la question, elle ne met pas beaucoup l'emphase sur la question de la prévention, alors que la génomique, c'est un outil,
un puissant outil, finalement, de prévention qui permet de poser, entre autres, des diagnostics précoces et de permettre des prises en charge de patients beaucoup plus rapidement et dans certains cas, sauver des vies. Donc, on aurait pu élaborer un peu plus sur cet aspect-là, comme on aurait pu aussi élaborer sur les aspects éthiques, les enjeux éthiques, mais ça, on va quand même en parler à travers la discussion. Alors, le mandat. Pourquoi on est allé voir Pôle Santé HEC? Bien, parce qu'on nous a donné comme objectif de développer un plan d'éducation spécifiquement dédié à l'éducation pour les 3 à 5 prochaines années. Et pour nous, c'était clair que pour être en mesure de faire un plan efficace et bien ciblé, il fallait d'abord comprendre notre environnement. Il fallait d'abord savoir à qui on s'adresse et de quoi ils ont peur, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs préjugés. Et c'est le défi qu'on a confié à Pôle Santé HEC. On avait besoin que ce soit fait dans un contexte académique avec des méthodologies crédibles sur lesquelles on pouvait s'appuyer. Et donc, on s'est tourné vers Marie-Hélène et son équipe. Alors, je n'irai pas plus loin parce que vous allez avoir énormément de détails, mais pour vous faire une petite démonstration de l'ampleur du défi auquel on fait face, j'ai une autre vidéo complètement différente de la première et elle est assez cocasse, vous allez voir cette vidéo-là, mais je vais quand même vous dire que c'est la réalité. C'est vraiment la réalité ce que vous allez voir dans cette vidéo-là. My God, bonjour, je m'appelle Laurent, j'ai 14 ans et j'adore la génomique. Selon vous, qu'est-ce que la génomique? Génomique. Vous savez, c'est quoi la génomique? Non, je dois avouer que je sais pas. Génomique. J'ai déjà entendu parler, mais je pourrais pas en parler longtemps. La génomique. À qui? La génomique. Ah, ça, j'ai ça en tabaslac. J'en sais rien. La génomique? Oui. J'ai aucune idée. Moi, je vais te dire, j'ai lâché les maths en secondaire 4. Fait que là, faut pas trop que tu m'en demandes. Génomique. Ouais. Épelle. Génomique. Oui, épelle. Ah, tu vois, c'est pas facile, hein, les questions? Ça a rapport avec les cellules les plus fondamentales du corps humain, à la rigueur l'ADN. La génomique, dans ma tête, c'est un matériel. Ça doit être un terme utilisé en mécanique, là, surtout. D'emblée, comme ça me fait juste penser à gynécologie. Mais à part ça... Ça doit être dans la généalogie, la physique. J'ai lu là-dessus, là, sur les chromosomes puis l'ensemble, mais... C'est pas dans ton corps, c'est d'une genre d'ADN. C'est la science de l'ADN. On est proche, ouais. À ce niveau-là, je sais pas. Mais le génome, c'est la fusion entre deux mots. Est-ce que vous savez c'est lesquels? Gène... On a le premier. Nomenclature. Je ferais savoir dans le domaine de l'acier. Ça me semble être quelque chose associé à la géographie, à la Terre. Ben, c'est pas vraiment ça. Je crois que c'est très rare le monde qui connaît ça, la génomique. La génomique, c'est la science qui étudie l'ADN et le génome afin de créer des médicaments et des traitements adaptés au code génétique d'une personne. Ah, OK. Tu sais toujours tout comme ça? On va se coucher moins niaiseux, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas vrai, merci. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un petit peu décourageant pour nous chez Génome Québec. Je veux quand même, avant de passer la parole à Émilie, préciser que Laurent, le jeune homme qui fait les entrevues, c'est un jeune homme qui incarne vraiment les bénéfices de la génomique. C'est un petit garçon qui a eu un cancer du foie, qui a eu 2 transplantations qui n'ont pas fonctionné, qui a passé au-delà d'1 an hospitalisé. Et honnêtement, ils avaient perdu presque tout espoir. Et puis, éventuellement, il a eu accès à une thérapie génique. Et bien, maintenant, vous voyez, Laurent est en pleine forme. Il est dans l'équipe de basketball de son école. Donc, la médecine génomique, c'est maintenant. Ça existe, c'est accessible. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment maintenant. Alors voilà, merci. Merci, Marie-Kim. Donc, je vais poursuivre en vous présentant brièvement notre démarche de recherche.
En fait, le projet de recherche comprenait vraiment 2 phases. Une première qu'on a conduite auprès de la population québécoise, puis une seconde auprès d'experts qui sont reliés de près ou de loin au domaine de la médecine génomique. Donc, Marie-Hélène vous en parlera plus en détail tout à l'heure. Pour commencer cette première phase de recherche auquel certains de mes collègues ont participé, donc Caroline Parent qui est chargée de projet au pôle santé également, puis Jean Talbot, professeur à HEC, ont participé avec nous pour conduire 12 groupes de discussion à travers le Québec, donc dans 6 différentes villes du Québec, afin de recueillir les perceptions, les connaissances de la population par rapport à la génomique, mais aussi leurs craintes puis leurs aspirations envers cette nouvelle forme de médecine. Donc, comment s'est déroulé là, plus concrètement nos groupes de discussion qui duraient environ 1h30. Donc, d'abord, on demandait à froid aux participants de nous expliquer un peu quelles sont leurs impressions sur la médecine génomique. Est-ce qu'ils connaissent les termes qu'on leur présentait? Est-ce qu'ils avaient de connaissances minimes sur le sujet? Et vous l'avez vu dans la vidéo, hein, on s'est vite rendu compte que les connaissances étaient très faibles dans le domaine. Et c'est pourquoi, avant même de débuter les groupes de discussion, on avait pris la décision de présenter une capsule informative sur le sujet afin que tout le monde ait une base de connaissances. D'abord ça, leur présenter du vocabulaire également. Donc, ça a vraiment permis d'enrichir les discussions subséquentes pour le reste des ateliers. Puis, le deuxième rôle de cette capsule d'information, c'était d'uniformiser l'information qui était offerte à l'ensemble des participants. Donc, ça l'évitait aux animateurs et animatrices des discussions de répondre à des questions différentes d'un groupe à l'autre, de se positionner comme expert, puis de transmettre de l'information différente. Donc, de cette façon, on uniformisait l'information, puis ça donnait une certaine objectivité à la démarche de recherche. Puis après, on questionnait les participants sur 2 thématiques principales. Donc, d'abord, les perceptions positives et négatives et ensuite, les stratégies de diffusion à prioriser. Donc, je vous présente sans plus tarder les conclusions de cette première phase de recherche. Donc, les niveaux de connaissances, évidemment, ils étaient plutôt faibles. Les personnes qui avaient une idée de ce que c'est la médecine génomique, c'était souvent en lien avec une expérience personnelle reliée au domaine. Donc, soit une expérience pour eux-mêmes ou un membre de leur famille, un ami. Ils en avaient entendu parler de cette façon-là. Sinon, il y avait certains participants qui avaient une certaine connaissance due à une formation académique ou professionnelle dans le milieu de la santé. Mais à part ça, les conceptions là, de la médecine génomique étaient très floues. Même que les gens mélangeaient là, tout plein d'idées. Donc, on nous a énormément parlé de science-fiction. Marie-Kim en a parlé tout à l'heure. On nous parlait de super-humains avec des capacités supérieures qui pourraient vivre plus longtemps. Donc, on se croirait directement sorti d'un film. Ensuite, on nous mélangeait ça à des histoires qu'on avait lues ou des reportages qu'on avait vus, peut-être sans très bien les comprendre. Donc, les concepts étaient totalement flous. Puis c'est ce qu'on nous expliquait là, comme conception de ce que c'est la médecine génomique. Malgré ça, les participants avaient conscience que leur niveau d'information était plutôt faible et on était agréablement, pas surpris, mais du moins on était contents de savoir qu'ils voulaient approfondir la discussion. Ils étaient intéressés à connaître mieux le sujet puis à continuer à en apprendre à cet effet. Après qu'on les avait questionnés sur leurs impressions, on a présenté la capsule d'information. Donc là, ils avaient une certaine base de connaissances. C'est une capsule d'une dizaine de minutes qui présentait vraiment les grandes lignes, puis un portrait nuancé de ce que c'était. Et là, on les a questionnés sur leur perception. Et les premières réactions là, suite à cette capsule, c'était vraiment des perceptions de crainte, des inquiétudes, des peurs. Les gens avaient peur de où on s'en allait avec la médecine génomique, les impacts possibles. Je dirais que les plus grandes craintes, c'était vraiment en lien avec certaines technologies qui utilisent la médecine génomique, puis leurs impacts à long terme. On nous a beaucoup parlé de la technologie CRISPR, qui correspond en fait à changer une séquence d'ADN malade par une séquence saine. Et ça, les gens là, étaient très inquiets de ça. Ils ne voulaient pas en entendre parler. Donc, ça les inquiétait fortement. Les préoccupations éthiques, on ne peut pas le cacher, c'est ressorti fortement. On nous a questionnés sur l'équité, l'accessibilité à la médecine génomique. On a également parlé de confidentialité puis de discrimination
en lien avec les données génomiques. Donc, si on commence à séquencer notre génome, puis que cette information est connue des hôpitaux, de nos professionnels de la santé, qui va y avoir accès, comment on va garder cette information confidentielle. Donc, ça, c'était une préoccupation tout à fait valable de beaucoup de participants. Ensuite, la méfiance. Donc, en raison de ces préoccupations éthiques, beaucoup de gens étaient méfiants quant au risque d'abus qui pourrait résulter de cette connaissance des données génomiques. Les gens nous ont parlé de possibles abus par les compagnies pharmaceutiques, par exemple, si jamais ils mettaient la main sur ces données ou par les gouvernements. Donc ça l'inquiétait beaucoup les gens. Et pour terminer sur les préoccupations, c'est très intéressant, ils nous ont beaucoup parlé de l'expertise puis la disponibilité du personnel médical. Donc, les gens veulent pouvoir se tourner vers une source d'information crédible pour pouvoir discuter de ce que c'est la médecine génomique, avoir un portrait nuancé. Et ils se questionnent si le médecin qu'ils voient, par exemple, pour leur rendez-vous annuel médical, va être en mesure de prendre le temps de leur parler du sujet, mais aussi va être capable de leur présenter les pour et les contre, va être capable de bien présenter le sujet adapté à son patient. Est-ce que le pharmacien va pouvoir faire de même? Est-ce que l'infirmière à l'hôpital? Donc, ces professionnels de la santé qui sont les premières ressources auxquelles les participants pensaient, on se questionnait beaucoup sur leur disponibilité. Pour ce qui est du côté plus positif, donc les perceptions positives, bien là, c'était vraiment l'idée d'une meilleure santé globale. On l'a vu un peu dans la vidéo, là, les bénéfices potentiels avec la médecine génomique, ils sont très larges. On parle d'un meilleur traitement, un diagnostic plus précis en fonction vraiment ciblé à notre génome. Donc, c'est l'idée d'avoir le bon traitement ou le bon médicament pour la bonne personne au bon moment. Les diagnostics plus efficaces étaient pleins d'espoir pour beaucoup de participants pour éviter les essais infructueux là, de différents traitements qui sont très difficiles à vivre pour un patient ou pour sa famille même. Donc, pour cibler plus rapidement tout de suite le traitement adapté puis traiter la maladie en soi. Les retombées sur les futures générations, c'était également un point très positif qui était peut-être moins fort que les deux premiers, mais qui est quand même ressorti dans beaucoup de groupes de discussion. Donc, si on peut cibler tout de suite la maladie chez les enfants, éviter peut-être réduire la prévalence de certaines maladies, c'est plein d'espoir. Puis, c'est important aussi de noter que les participants avaient beaucoup plus d'intérêt envers les perspectives individuelles qui les touchent directement eux-mêmes que les perspectives collectives. Donc, même si la vidéo présentait un portrait très nuancé, on abordait toutes les questions de bénéfices potentiels et d'enjeux au niveau sociétal, comme par exemple les économies potentielles pour les coûts de santé, pour le système de santé. Les gens ne retenaient pas tant ça. Ils mettaient ça de côté assez rapidement puis pensaient à ce qu'ils pouvaient en retirer eux-mêmes personnellement. Donc, suite à cette discussion sur les perceptions, les gens nous ont expliqué qu'ils n'étaient pas, la majorité d'entre eux du moins, n'étaient pas prêts à s'embarquer tout de suite en médecine génomique. C'était encore, pour eux, là, ça ne semblait pas maintenant possible de le faire, comme Marc-Kim nous l'a dit tout à l'heure. Donc, ils voulaient peut-être aborder avec nous certaines craintes, certaines priorités pour eux qui sont nécessaires avant de considérer s'engager dans un traitement qui aborde la médecine génomique. Donc, leur priorité, c'était évidemment de mieux connaître le sujet, qu'on partage les connaissances puis les avancées technologiques du sujet, puis qu'on les vulgarise pour bien qu'ils les comprennent. Puis, deux autres priorités concernent vraiment les questions éthiques. Donc, faire connaître les lois d'encadrement, la législation en place, mais aussi faire comprendre à la population que ces lois doivent évoluer pour suivre les tendances. C'est une technologie qui est très changeante, donc les lois doivent faire de même pour suivre le bateau. Puis, assurer l'accès, favoriser l'équité pour tous, l'accès à cette nouvelle technologie. Donc, ça, c'était des grandes préoccupations là, chez beaucoup de participants. Donc, c'est sûr qu'on doit aborder ça comme priorité. Ensuite, comme troisième et dernière thématique qu'on a abordée avec la population québécoise, c'était tout ce qui a trait aux stratégies de diffusion des messages en génomique. Donc, ça se divise en deux grandes phases. On a les messages qu'on doit prioriser, mais aussi les véhicules. Comment est-ce qu'on va porter ces messages jusqu'à l'individu, jusqu'aux citoyens québécois?
Donc, pour ce qui est des messages, on a résumé ça un peu en 5 grandes caractéristiques. C'est les caractéristiques que les participants des groupes de discussion nous ont énoncées. Donc, ça va de soi. On parle des objectifs et des retombées possibles. Donc, on n'a pas le choix. On ne peut pas passer à côté de parler de ce que c'est la médecine génomique. On parle de diagnostic, de guérison et tout ça de manière ciblée à notre bagage génomique. Le message doit aussi jouer un rôle d'éducation et de littératie. Donc, les gens, pour comprendre ce que c'est, doivent comprendre les termes. On l'a vu dans la vidéo, les gens ne savent pas c'est quoi le terme génomique. Bien, ils doivent comprendre. Pour comprendre la médecine génomique, on n'a pas le choix de savoir c'est quoi l'ADN, un gène, le génome. Donc, cette éducation de la terminologie doit faire partie d'un premier message qu'on envoie à la population, sans quoi ils ne vont pas pouvoir aller plus loin dans leur réflexion. Évidemment, le portrait doit être équilibré. Oui, on présente les bénéfices potentiels, mais les enjeux, on ne peut pas les mettre de côté, là, ça va de soi. Puis les gens nous l'ont vraiment dit qu'ils ne veulent pas qu'on mette ça de côté puis qu'on apprenne dans quelques années qu'il y a plein de risques parce qu'ils vont se sentir bernés. Donc, on doit les adresser dès maintenant. Puis une façon de le faire, c'est vraiment via des exemples concrets. Donc oui, des exemples de traitement, des maladies qui utilisent la médecine pour lesquels on peut utiliser la médecine génomique à ce jour, mais aussi des exemples de patients qui sont passés par là, qui pourraient raconter leur histoire, qui pourraient dire comment eux ont vécu ça, les retombées positives, mais aussi les difficultés rencontrées avec ces technologies. Donc, les exemples concrets, là, c'est vraiment ce qui vient chercher l'individu directement. Et finalement, bien, les questions éthiques, donc de gouvernance, la réglementation en place, l'accessibilité, tout ça doit faire partie d'un message qu'on envoie à la population parce que sinon, ils vont nous le demander tout de suite, ils vont avoir des questionnements à ce sujet. Puis, toute cette formation du message, cette vulgarisation du message, on peut la faire plus en se concentrant sur le côté individuel du citoyen, parce que, comme je l'ai dit, c'est le côté qui les intéresse vraiment. Pour terminer, comment est-ce qu'on porte ce message aux citoyens? Donc, il y a plein d'idées qui nous ont été énoncées, là, des dizaines de canaux pour porter le message ou même de porteurs du message. Donc, je vais vous nommer les grandes lignes, ce qui est ressorti plus en force. Bien sûr, on a l'Internet. L'Internet, malgré les enjeux de crédibilité là, que ça comporte, c'est quand même une source inévitable, ça va de soi. Tout le monde est sur Internet beaucoup d'heures par jour. Donc oui, l'Internet pour des articles, mais on nous a parlé de YouTube pour des vidéos informationnelles. On nous a parlé des réseaux sociaux même, juste pour faire connaître le sujet à grande échelle. Malgré ça, les médias traditionnels restent quand même une source crédible à employer, surtout pour rejoindre l'ensemble des générations. On nous a parlé des rendez-vous médicaux et on pousse ça plus loin. Donc, au-delà de ça, on nous parle de l'équipe médicale. Donc, on doit pouvoir accéder à ces personnes qui ont de la crédibilité, qui vont connaître peut-être mieux le sujet que nous. Donc, c'est sûr que les individus veulent se tourner vers eux et ça pourrait être une bonne façon d'aborder les gens qui peuvent être directement interpellés par la médecine génomique directement. Puis, bien, tous les lieux qui sont voués à la santé, pharmacies, CLSC, hôpitaux, les gens y passent du temps précieux, parfois beaucoup d'heures. Donc, ça serait une bonne façon de commencer à mettre le message là pour les familiariser au sujet. Les consultations publiques, la raison pour qu'on a mis ça là, c'est que les gens ne veulent pas seulement recevoir l'information, ils veulent pouvoir y réagir. Ils veulent pouvoir poser leurs questions, dire leurs craintes, en parler. Et c'est dans un format de type consultation publique qu'on pourrait faire de la sorte. Les publicités, c'est avec une nuance, tant que c'est organisé, chapeauté par un organisme officiel comme Génome Québec ou des publicités gouvernementales. Donc, ce n'est pas n'importe quoi, bien sûr. Et Marie-Hélène vous en parlera plus en détail, là, mais les écoles, les sorties éducatives dans les musées, différentes expositions, c'est vraiment la voie pour rejoindre les jeunes générations. Donc, on ne peut pas nier ça. Et finalement, les événements de toutes sortes. On peut penser à des événements sportifs. La raison pourquoi c'est là, c'est qu'on nous parlait souvent du grand défi Pierre Lavoie. Donc, c'est l'exemple qu'on nous donnait. On pourrait peut-être penser à un événement similaire pour mieux faire connaître la médecine génomique.
Donc, pour terminer, une des grandes conclusions de notre première phase de recherche, c'était notre premier trio de la médecine génomique, qui sont en fait les 3 grands ingrédients qui sont essentiels pour faire connaître la médecine génomique. Donc, c'est quoi ces ingrédients? C'est un témoignage touchant. Donc, on l'a dit, qui vient chercher la personne au niveau individuel, qui vient le toucher directement, puis la personne se sent interpellée, donc a le goût d'écouter plus loin le message. Ce témoignage est porté par un porte-parole qui est attachant. Ce porte-parole attachant, on pense au patient, évidemment, qui raconte son histoire, mais on peut penser à des porte-paroles connus tant qu'ils ont une expérience personnelle avec le sujet, sans quoi ils manquent de crédibilité. Et le tout appuyé par des médecins et des chercheurs crédibles qui donnent de la légitimité au message. Donc, c'est vraiment nos 3 ingrédients clés sur lesquels on doit miser pour mieux faire connaître la médecine génomique. Donc, je passe la parole à Marie-Hélène. Alors, merci beaucoup. Comme vous avez pu constater avec le portrait qu'Émilie vient de dresser, on avait énormément de matériaux, un très grand florilège de toutes sortes d'initiatives qui avaient été proposées. Puis, on était en fin de phase 1 extrêmement perplexe sur ce qu'on pourrait effectivement sortir de la recherche. Quelle ligne directrice on pourrait en sortir, à part un salmigondi de toutes sortes de choses qui pourraient être recommandées, qui ne seraient pas très, très utiles à Génome Québec. En décantant nos résultats, en les écrivant, en retranscrivant l'ensemble des éléments de la première phase, on en est venu à la conclusion qu'il y avait quand même des lignes qui se dessinaient. Et ces lignes autour du 3e trio, certainement, mais aussi autour de ce qu'on a appelé les chaînes de valeur, ou si vous voulez le comprendre autrement, des concepts d'écosystème. Les citoyens sont dans un écosystème et il y a certains citoyens particuliers, qu'on appellera le patient ou qu'on appellera les élèves, qui sont aussi dans des environnements qui sont intéressants aussi à analyser. Et ce qu'on a découvert en fouillant nos résultats, c'est que oui, il y a une série d'initiatives, il y a une série d'actions à entreprendre, mais quand on les regarde à travers ces prismes des ça commence à faire du sens et on commence à pouvoir toucher davantage à des résultats potentiels intéressants. Donc, les 3 chaînes qu'on a identifiées, qui sont les plus porteuses, celles qui vont donner le plus de valeur et plus de retour sur investissement lors d'un investissement, c'est certainement d'abord celle autour du patient. Et le patient, qu'est-ce qu'on retrouve autour? Bien, il y a nécessairement son médecin traitant, mais c'est loin d'être limité à son médecin traitant comme étant l'intervenant le plus important dans l'ensemble de la stratégie, puisque autour de lui, bien, il y a souvent des infirmières qui vont travailler, il y a aussi le pharmacien, qui sont des répondants de première ligne avec lesquels on risque d'avoir énormément de contacts, puis avoir souvent plus d'exposition qu'avec le médecin traitant qui nous reçoit très rapidement à l'intérieur du bureau. Il reçoit aussi beaucoup d'informations une fois, par exemple, un diagnostic mis en place ou une préoccupation de la part du patient par rapport à son historique génétique. Il va recevoir aussi de l'information de la part d'une communauté un petit peu plus vaste, des médecins spécialistes, des généticiens d'hôpital. Il peut y avoir aussi des éthiciens qui vont être à l'intérieur de ça. Bref, il y a aussi tous ceux qui supportent aussi d'une façon ou d'une autre l'ensemble d'un traitement d'un patient. Je pense aux associations médicales, la Société du cancer, par exemple. Donc, tous ces intervenants-là ajoutent, renforcent, soutiennent le patient dans son apprentissage des différents aspects de sa maladie ou de sa condition qui vont peut-être éventuellement mener à une maladie. Et si on veut agir correctement sur le patient, bien, c'est souvent à travers justement l'ensemble de ces éléments de communauté-là et on a axé nos préoccupations, nos recommandations autour justement de cette compréhension de l'ensemble de la chaîne de valeur autour du patient. Il y a aussi la filière scolaire qui nécessairement au cœur de la mosaïque, bien, on retrouve justement l'élève, mais vont l'appuyer dans son apprentissage génomique, bien, son professeur. L'équipe école aussi qui arrive avec les contenus qui sont spécialisés en sciences. Mais autour de ça aussi, il y a des médiateurs scientifiques, il y a des chercheurs, il y a plein aussi d'intervenants qui donnent ou qui poussent du contenu, possiblement pour pouvoir aider et soutenir les équipes écoles dans la préparation des curriculums. Et le gouvernement aussi qui encadre tout ça et qui vient aussi proposer le canevas de base pour la formation de nos jeunes. Ce qu'on a découvert aussi à travers nos
les éléments de phase 1, c'est que notre priorité, au départ, on pensait que c'est surtout au secondaire ou peut-être au cégep qu'on éduquerait davantage nos jeunes. Mais la population nous a dit, ça doit commencer beaucoup plus tôt. On nous a même parlé de préscolaire ou de primaire. Et c'est ces premières graines-là qu'on sème qui vont éventuellement donner l'ouverture et l'occasion de pouvoir en apprendre davantage dans les niveaux supérieurs. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant, puis cette dynamique-là aussi nous a servi. La troisième dynamique qu'on a regardée, le troisième écosystème, c'est celui des citoyens comme tel, qui est celui qui est le plus vaporeux, qui est le plus évanescent, parce que, en fait, le citoyen, il n'est pas préoccupé par sa génétique, sa génomique, ça ne l'intéresse pas, parce qu'il n'est pas malade. Et la façon de le rejoindre, c'est souvent à travers, justement, des incidents personnels qui l'amènent à pouvoir prendre conscience du potentiel ou de la pertinence de s'instruire davantage. Mais en même temps, on ne peut pas l'abandonner complètement, notre citoyen, même s'il n'est pas malade, parce qu'un jour, un patient d'aujourd'hui va devenir le citoyen d'aujourd'hui devient le patient de demain. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on a porté attention. Je trouve que c'est un peu plus diffus, c'est peut-être la partie justement la plus difficile. Alors, en phase 2, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons rencontré des experts pour pouvoir nous aider à comprendre, démêler ce qu'on avait reçu en phase 1, tester certaines hypothèses aussi entre justement ces résultats de phase 1 et la décantation qu'on en avait fait. Alors, comment on a procédé? 2 grands groupes de discussion où on a rejoint dans un premier temps davantage ceux qui étaient liés autour de l'écologie du patient, c'est-à-dire justement les patients partenaires, généticiens, chercheurs, médecins, directeurs d'organisations médicales. Il y avait des éthiciens à l'intérieur de tout ça. Il y a même des juristes qui ont composé notre dynamique. Puis on les a questionnés en trait avec les résultats. Je vous donnerai les détails tout à l'heure. Le deuxième groupe de discussion que nous avons eu, c'était davantage autour du réseau scolaire, puis de la formation citoyenne d'une façon générale, des journalistes, des communicateurs, des vulgarisateurs scientifiques aussi. On avait des gens en muséologie aussi qui sont venus. Bref, un ensemble d'intervenants qui sont venus nous parler de leur réalité, de leurs freins, de leurs difficultés et des enjeux qu'ils vivaient pour pouvoir réussir à pouvoir passer le message et leur perception aussi de nos résultats de phase 1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? D'abord, ce qu'on voulait être sûr, c'est que ce que nous avions recueilli en phase 1 était pertinent et que nous n'avions pas de pierres qui n'étaient pas retournées. Alors, on leur a demandé, est-ce que c'est bon ce qu'on a trouvé? Ils nous ont dit oui. On a dit ouf, on était très heureux de ça. Ils ont identifié vraiment que c'est un enjeu important. Ils ont identifié aussi avec nous qu'effectivement, il y a beaucoup d'a priori et qu'on a beaucoup d'éléments à surmonter sur des craintes que la population entretient de façon générale. Quelquefois, ce sont des risques réels, mais beaucoup de fois, il y a déjà une réglementation, puis il y a plein de choses qui sont en place et on ne sait simplement pas et la population a peur pour rien, disons. En même temps aussi, ce qu'on a confirmé avec eux, c'est que, puis ça on l'avait vu à travers tous les aspects futuristes que les gens de la population nous avaient partagés, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas réalistes. D'abord, c'est peut-être possible, mais c'est possible peut-être dans 5 ans, dans 20 ans ou dans 30 ans qu'on va pouvoir réussir à atteindre ces niveaux-là, mais la plupart du temps, c'est souvent des choses qui sont carrément pas abordables avec la science qu'on connaît aujourd'hui. On a identifié certainement beaucoup de craintes et de risques et de méfiance autour de différents acteurs. J'ajouterais à la collection qu'Émilie a énumérée tout à l'heure, les assureurs aussi et les employeurs. Donc, les gens ont peur que l'information qui provient de leur génome soit communiquée d'une façon ou d'une autre aux employeurs ou aux assureurs et que ça pourrait avoir éventuellement des conséquences importantes. Donc, on a regardé ça aussi avec l'ensemble de nos experts. La loi couvre ces éléments-là, mais il demeure quand même que la crainte est dans la population, puis il faut penser, discuter de ces éléments-là avec la population si on veut les faire passer à autre chose. Un des éléments sur lesquels Émilie a mis le doigt, c'est qu'on n'a pas réussi, dans nos groupes de discussion, à avoir une discussion constructive avec les participants sur les bénéfices de la médecine génomique tant que nous n'avions pas crevé l'abcès sur les aspects qui sont plus à risque, les éléments d'éthique.
Quand on a évacué ces questions-là, après ça, il y avait de l'ouverture avec l'ensemble de la population. Alors, je pense qu'il faut s'en rappeler et il risque d'avoir un effet de fermeture si on ne parle que des bénéfices. Il va falloir aussi parler des effets ou des enjeux plus éthiques autour de ça. On a mis aussi le doigt sur quelque chose qui n'était pas sorti en phase 1. C'est peut-être la première chose que nos experts nous ont aidés, c'est de vraiment mettre l'accent sur le fait qu'il y a des lacunes au niveau de la formation et de la capacité des différents éléments, des différents acteurs sur la chaîne médicale pour pouvoir accompagner correctement les patients. Le médecin traitant en particulier, mais certains intervenants aussi, même dans les milieux hospitaliers, qui sont plus ou moins à l'aise avec l'ensemble des aspects de la médecine génomique, qui vont quelquefois complètement occulter le sujet ou ne pas insister parce qu'eux-mêmes ne se sentent tout simplement pas à l'aise avec ça. Par contre, à leur décharge, comme on le cite ici, un des participants à un de nos groupes de discussion, ça évolue tellement rapidement que c'est difficile de toute façon d'être à jour. Alors ça, c'est un point aussi qui est à retenir. On ne réussira jamais à pallier cette difficulté-là de façon complète parce que la science évolue extrêmement rapidement. 3 points importants sont ressortis avec les experts. Ils nous ont permis d'affiner notre compréhension de phase 1, puis on les remercie énormément pour ça. On avait eu déjà une compréhension forte de la part de nos participants de phase 1 qu'on a besoin de plusieurs canaux de communication et, entre autres choses, tous les canaux qui sont liés aux médias sociaux ont émergé. Mais ce qui est surtout ressorti aussi, c'est qu'il y a de la ségrégation, de la partition à faire entre les différentes populations qu'on veut rejoindre. Notamment les plus vieux ont encore besoin des médias plus traditionnels pour être rejoints correctement. Les plus jeunes ont besoin beaucoup plus des médias sociaux et font beaucoup plus confiance de façon générale. Il ne faut quand même pas faire la partition sur l'âge parce que, comme vous le savez tous, il y a des gens qui sont plus avancés en âge, mais qui sont encore extrêmement verts au niveau des technologies. Donc, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de profil, je dirais, davantage là-dessus. On a donc besoin d'avoir du multicanaux. Ça, c'est très important. Et il faut s'apercevoir aussi, il faut apprendre à danser, puis je pense surtout aux spécialistes de la santé, que maintenant, Dr Google existe. Donc, il y a de plus en plus les patients arrivent dans le bureau du médecin avec leur prescription Google. Et ça, c'est quelque chose avec lequel les professionnels de la santé, en particulier les médecins, sont extrêmement frileux là-dessus. Mais c'est une nouvelle réalité qui existe. Et ils se font challenger par ça, d'une part, mais ils ont aussi à surmonter aussi bien des fausses choses aussi qui ont été vues ou lues ou entendues sur le web. Donc ça, c'est une réalité qui est nouvelle, lequel il faut composer puis dans les conseils qu'on a donnés à Génome Québec, il va falloir en tenir compte. Un autre point important qui était mal ressorti au niveau de notre première phase, mais qui s'est amélioré de façon importante, c'est la partie dialogue. On ne peut pas avoir que des médias qui sont des informations qui sont poussées du gouvernement, de différents organismes ou de ceux qui connaissent, qui disposent de la connaissance, vers les patients ou vers les citoyens. On a besoin d'espaces de dialogue. Donc, ça peut prendre différentes formes. Vous imaginez, télémédecine, ça peut être des chatbox, ça peut être des webinaires, ou est-ce qu'on va avoir des périodes d'échange. Il y a différentes choses et les réseaux sociaux se prêtent beaucoup à ça. Il y a une attente importante de pouvoir avoir une réponse aux questions qu'on va poser. Et un autre point aussi important qui est ressorti davantage, on a des périodes bénies à travers l'ensemble de la vie de quelqu'un. Ça peut être au niveau de l'école, notamment, où est-ce qu'on on a un auditoire captif au niveau de l'école, bien entendu, mais c'est aussi à certains moments particuliers dans la vie, notamment lorsqu'on attend à la pharmacie nos médicaments. Il y a un moment pour pouvoir s'intéresser à sa santé. Vous avez plein de dépliants qui sont à cet endroit-là. C'est une bonne place où est-ce qu'on peut rejoindre les patients. Le bureau du médecin, bien entendu, c'est un moment où est-ce qu'on y va. On a un temps captif où est-ce qu'on peut utiliser davantage ces éléments-là. Comment dialoguer avec le patient? Parce que c'est un point vraiment fondamental. D'abord, la question du
patient partenaire. Ça, je pense qu'on en a beaucoup parlé. On a eu des séminaires là-dessus au Pôle Santé. C'est de plus en plus dans l'air du temps, mais c'est l'ancrage principal sur lequel on doit travailler. Le patient doit devenir un coproducteur de son parcours de santé, de son parcours de soins. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose qui est important de ramener l'ensemble de notre connaissance ou de notre compréhension du patient partenaire et de le remettre dans la perspective, justement, là, de la médecine génomique. Il faut certainement accompagner et former le personnel médical, puisque c'est eux qui vont donner l'information et qui vont donner l'accès aussi et la juste information pour pouvoir prendre des décisions sur le parcours de santé du patient. On a aussi mis à jour une catégorie d'emplois qui est très importante pour mettre de l'huile dans l'engrenage, les conseillers en génétique, qui aident énormément aussi à pouvoir accompagner les patients et soutenir les équipes médicales dans leur apprentissage. On a mis à jour aussi que des courtiers de connaissances, ce serait extrêmement important pour pouvoir avoir de l'information, surtout dans les relations entre les acteurs qui ne sont pas de première ligne. On ne parle pas de courtier de connaissances pour le citoyen, pour le patient ou pour l'élève, mais davantage pour les autres intervenants qui sont dans les différentes chaînes de valeur dont nous avons parlé un petit peu plus tôt. Et bien entendu, la question de l'équipe médicale. On ne peut pas mettre toutes nos billes sur le patient et la relation avec le médecin. Les infirmières, notamment, et les pharmaciens sont des acteurs extrêmement importants pour pouvoir faire la diffusion là-dessus. Un autre point aussi qui est revenu dans notre contenu du message, l'accessibilité du contenu est très importante. Et dépendamment à qui on parle, on a une question d'accessibilité qui va varier en fonction justement des clientèles. Donc, par exemple, si on parle à des jeunes, on peut se permettre d'avoir des perspectives à très long terme. Ils ont le goût de rêver. On peut presque aller dans la science-fiction avec les jeunes. Donc, ils sont intéressés à voir qu'est-ce que ça va être demain. Ce n'est pas une préoccupation de court terme. Ils sont intéressés aux enjeux éthiques aussi. Donc, on a beaucoup de visibilité dans le dialogue tissé avec les plus jeunes. Avec les citoyens de façon générale, bien, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe, ils sont en repérage pour éventuellement les meilleurs soins pour eux, pour leur famille ou pour la société de façon générale, mais ça prend quand même un aspect assez concret. Donc, les percées doivent être imminentes et les résultats attendus doivent pouvoir être accessibles aussi dans un avenir proche. Quand on parle avec un patient, désolé, mais il faut absolument avoir quelque chose de concret. La thérapie qu'on va suggérer doit être une thérapie qui doit être accessible. Et là, c'est tout un enjeu de dialogue. Il faut ajuster nos dialogues en fonction de justement, c'est à qui on parle exactement, puis à quel moment on en parle de façon importante. On nous a fortement suggéré dans la première partie de nos résultats, puis ça a été renforcé aussi au niveau de la deuxième partie, de trouver des moyens subtils de s'y présenter et de joindre l'utile à l'agréable, notamment par des jeux vidéo, des séries télé, du placement dans des films, de différents éléments. Mais malgré la très bonne idée, il y a des coûts énormes qui sont engendrés par ça. Donc, c'est peut-être pas toujours accessible de pouvoir faire du placement ou faire un développement vidéo en soi. Il y a déjà des choses qui existent, donc on s'aperçoit que ça porte beaucoup. Puis c'est ça qui va faire évoluer le plus les mentalités et les connaissances sur la médecine génomique. On a aussi clarifié avec nos experts, que le meilleur terme employé, du moins celui qui posait le moins de problèmes, c'était celui de médecine génomique. Plusieurs autres termes sont en emploi actuellement, un peu partout, dans les milieux spécialisés. On va utiliser souvent le terme de médecine stratifiée ou médecine personnalisée. Et dans un cas comme dans l'autre, pas pour les mêmes raisons, mais ça pose de véritables problèmes pour la perception entrée avec ce dont on parle exactement. Donc, on a clarifié aussi les éléments de vocabulaire. Qui porte le message? Plusieurs personnes peuvent porter le message. Je vous ai déjà mentionné plusieurs de ces éléments-là. Je n'y reviendrai pas, mais vous avez quand même ici le résumé. Il faut avoir une multitude de points d'entrée, l'équipe élargie autour du patient, l'équipe élargie aussi autour de l'élève,
et les communicateurs scientifiques aussi sont importants à travers tout ça. Et pensez au fameux trio dont Émilie nous faisait mention tout à l'heure. Quand on fait un message, quand on fait une communication, le fait d'avoir quelqu'un qui a vécu en proche la situation, qui est accompagné par quelqu'un qui est crédible, que vous écoutez tous les matins ou à la radio ou que vous regardez à la télévision, c'est quelqu'un avec qui vous faites confiance, c'est votre ami, il vous accompagne dans plusieurs éléments de votre vie. Puis avec un scientifique aussi qui vient amener les bons mots, les mots justes, puis qui vient donner la crédibilité en arrière. La combinaison des trois éléments, c'est vraiment la recette gagnante pour pouvoir faire passer un message auprès de l'ensemble de la population. Dernier petit mot avant de laisser la parole à Marie-Kim sur l'importance de la formation qui est un défi constant puisque, comme je le disais d'entrée de jeu, ça évolue rapidement. Tout le monde doit être formé là-dessus. Alors, je donne peut-être, excuse-moi, j'oubliais mes points saillants. Peut-être point saillant juste en finissant, l'écosystème doit être repensé. On n'est pas prêt à recevoir la médecine génomique dans l'ensemble de la chaîne du patient notamment. Un autre point aussi extrêmement important qui ressort de tout ça, c'est un enjeu de santé publique. On n'entend pas ce discours-là présentement à la santé publique. On ne considère pas la médecine génomique comme étant quelque chose de santé publique, c'est quelque chose vraiment de plus scientifique. Il faut absolument que la santé publique fasse une appropriation importante de cet enjeu-là. C'est ça qui va être le plus grand vecteur d'économie de coûts dans les prochaines années. Puis, troisième point sur lequel je suis revenue tout à l'heure, vraiment un clivage générationnel qu'il faut essayer non pas d'occulter, mais justement de comprendre pour rejoindre tout le monde au moment approprié et de la façon dont ils veulent. Voilà, Marie-Kim, pour toi la suite. Je te laisse ça. Merci. Alors, à Génome Québec, on reçoit tous ces constats-là avec une forme d'humilité, avec beaucoup d'ouverture. C'est vrai que la génomique, et le terme en soi, génomique, est très peu présent dans l'espace public. On s'en doutait, là, c'est vraiment validé, confirmé. Par contre, il y a quand même certains aspects quand même qui cheminent dans l'espace public, comme l'ADN. On entend de plus en plus parler d'ADN, on entend de plus en plus parler de génétique, de tests génétiques. Donc, il y a certaines déclinaisons de tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a encore, comme on dit, on est encore assez loin de la coupe aux lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces recommandations? Parce qu'il y avait un objectif ultime, ça s'inscrivait dans le cadre d'une démarche. Donc, il y avait les consultations qui ont été menées par HEC et à ça s'ajoutait une journée de conférence qui a eu lieu le 20 mars dernier et c'était pour venir compléter cette démarche. Et l'idée de la conférence, c'était de réunir plusieurs experts, mais des experts qui étaient pour la plupart complètement non initiés au sujet. Donc, le fil conducteur de ces gens-là, c'était l'expertise au niveau de la gestion du changement. Comment on adresse ce type d'enjeu-là? Alors, on avait des publicitaires, des gens de marketing, des journalistes, des politiciens, donc des gens qui, de différentes manières, ont dû développer des stratégies pour faire changer les choses, pour passer par-dessus la résistance et ce qui en découle. Alors nous, maintenant qu'on a les constats de cette journée et ceux d'HEC, et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses là qui se rejoignent. Alors, ce qu'on veut faire ultimement avec ce plan et toutes les actions qu'on va développer à l'intérieur du plan, c'est, considérant toutes les fake news et tout ce qui est véhiculé, le grand n'importe quoi qui circule un peu partout sur Internet et tout ça, on considère que c'est extrêmement important qu'il y ait un endroit où les gens peuvent aller en ligne et aller savoir que l'information solide, crédible, objective, elle est quelque part, puis on peut s'appuyer là-dessus. Et nous, on veut devenir cette source d'information-là. On ne veut pas dire aux gens, vous devriez être pour, vous devriez être contre. Non, ce n'est pas notre objectif. Ce qu'on veut, c'est, on va leur donner l'information nécessaire pour prendre une décision ou faire un choix éclairé.
Et c'est vraiment ce qu'on veut faire avec notre plan d'éducation, qu'on va travailler sur un horizon de 3 à 5 ans. Le défi auquel on fait face, bon, j'ai pris cette image-là parce que c'est vraiment pour moi David et Goliath. Goliath étant le défi, l'ampleur du besoin, le puits sans fond des besoins d'information auxquels on fait face, c'est toute la population qui a besoin d'être informée. Mais nos ressources ne nous permettent pas de y aller de cette manière-là. Donc, pourquoi? David, lui, avec sa petite roche, il a juste tiré à la bonne place. Alors, l'idée, c'est d'avoir une stratégie tellement fine, tellement bien raffinée, qu'on va être en mesure de tirer aux bons endroits et d'avoir, on l'espère, un effet domino qui va élargir graduellement notre impact à travers la population. Alors, on avait un défi de comprendre. Je pense que là, maintenant, on a une bonne connaissance. Celle de cibler, on va y revenir, de démystifier, donc de développer toutes sortes d'outils pour simplifier cette information, la rendre facile, la rendre intéressante pour les gens. Stimuler l'intérêt, donc stimuler l'intérêt de venir sur ce site, de vouloir en savoir plus, mais aussi stimuler l'intérêt des jeunes pour la science, parce que ça fait partie de notre mission, c'est important de le savoir. Valoriser, ça c'est tout le storytelling, c'est de partager, de faire savoir ce qui se fait maintenant à travers des témoignages, justement. Et à la fin, identifier le bon angle et la bonne courroie de transmission. Parce que dépendamment à qui on parle, on n'aura pas le même message, on n'aura pas le même exemple, puis on n'aura pas le même porte-parole. Oui, ça peut être le chercheur, le porte-parole. Dans plusieurs cas, c'est le bon porte-parole, mais dans certains cas, ce n'est pas la bonne personne. Ça peut être le médecin, ça peut être un personnage public, un sportif, un patient qui incarne. Donc, il faut vraiment décliner nos actions vraiment sur mesure en fonction de la cible. Donc, ça, c'est les objectifs. Je ne vais pas vous les lire. C'est les objectifs tels que décrits dans notre plan stratégique de Génome Québec. Donc, le plan d'éducation, il doit nous permettre de livrer ça. La seule chose que je veux dire, c'est lorsqu'on parle d'utilisateurs dans le cadre de la santé humaine, pour nous, on parle des médecins, on parle en fait des professionnels de la santé, des patients, de ceux qui vont bénéficier en fait et qui vont être des maillons importants pour amener les applications dans la société. On a retenu la formule des écosystèmes. Pour nous, c'est clair qu'il faut travailler ces 3 écosystèmes-là. Par contre, nous, on a limité l'écosystème citoyen à l'écosystème gouvernemental. On va manger l'éléphant à plus petite tranche. Pour nous, c'est plus réaliste d'y aller comme ça. À l'intérieur des écosystèmes, il fallait identifier la cible la plus porteuse, le cheval de Troie qui va nous permettre d'intégrer l'écosystème et puis après ça, d'avoir de plus en plus, de ratisser de plus en plus large. Et pour nous, du côté santé, c'est clairement le patient. Je vais y revenir si j'ai une petite minute pour expliquer pourquoi. Au niveau du système scolaire, c'est l'enseignant, notre cible. Et au niveau du gouvernement, c'est clairement les décideurs publics. Et pourquoi on a choisi le patient? Rapidement, je vais simplement partager avec vous que d'emblée, nous, on a une expérience antérieure à toute cette démarche-là, où on avait pas intuitivement, suite à un sondage, en fait, qu'on avait fait auprès des médecins, spécialistes et omnipraticiens, on avait été voir le niveau de connaissance pour la génomique et tout ça, pour s'apercevoir qu'il y en avait à peu près pas. Donc, on a travaillé avec le regroupement soins de santé personnalisés. On a importé, en fait, on a obtenu le droit de traduire et d'adapter une formation dédiée aux professionnels de la santé, une formation d'introduction à la génomique, qui est maintenant, qui existe ici, qui a été traduite, qui est accréditée par les facultés de médecine, accréditée par l'Ordre des pharmaciens, qui est gratuite, qui donne des unités de formation continue et qui est en ligne. Et puis, au total, il y a à peine 100 personnes qui s'en sont prévalues. Fait que l'outil, il existe. Tout le monde dit qu'il est extraordinaire, mais on fait face à la barrière de la profession. On n'a pas de support, ni des fédérations, ni des associations pour diffuser. Encore faut-il que les gens sachent que ça existe. Donc, on s'aperçoit que peut-être la porte d'entrée du médecin n'est peut-être pas la plus efficace et la plus facile à ce stade-ci. Et on se dit, qui est le mieux placé pour faire bouger les choses? Qui va vraiment avoir un impact? C'est celui qui est concerné par le problème, qui veut savoir ce qui existe, qui veut avoir l'information et qui va pousser, qui va se mobiliser pour faire bouger les choses. Pour nous, le patient partenaire, les associations de patients, c'est probablement un élément clé pour faire bouger les choses.
L'enseignant, bien, écoutez, un enseignant qui adhère puis qui maîtrise l'information, bien, il a une carrière de 25-30 ans, il voit à peu près 30 élèves par année. Donc, on s'entend que c'est un excellent ambassadeur qui va faire boule de neige avec son transfert de connaissances. Et pourquoi les décideurs publics? Les décideurs, c'est des citoyens. Ils ont besoin d'être outillés, ils ont besoin d'avoir l'information, puis ils ont besoin d'adhérer. Parce que l'intégration de la génomique, ça passe par la législation, ça passe par l'encadrement. Et donc, on a besoin des décideurs pour faire avancer les choses. Puis, on ne se le cachera pas, le nerf de la guerre de tout ça, c'est le financement. Ça, je ne parle pas de ça. Je voulais juste vous montrer qu'on en fait des affaires, on en fait plein. Mais manifestement, on n'en fait pas assez. Mais si vous allez sur notre site Internet, genomequebec.com, dans la section éducation-formation, vous allez pouvoir consulter différents types d'initiatives, que ce soit du point de vue plus éthique ou école ou médias ou différentes choses qu'on fait. On travaille avec des experts en éthique ou des experts en domaine pour développer des choses qui sont vraiment crédibles. Et finalement, je vais juste terminer en remerciant Pôle Santé HEC parce que ça a été vraiment une collaboration très utile, très constructive pour nous. Et même à ça, tellement intéressante qu'elle nous a permis de signer une collaboration internationale avec la France et que ça n'aurait pas été possible sans la crédibilité de la démarche d'HEC. Et il y a d'autres discussions en cours, donc peut-être que tout ça va aller plus loin encore, on verra. Alors, je vous remercie beaucoup. Pour que les gens en web diffusion puissent vous entendre également. Bonjour, merci pour cette magnifique présentation et merci de m'avoir inclus dans le comité d'experts l'année dernière. Non, c'est vraiment très intéressant. J'ai plutôt une petite remarque et une question mineure à la fin. La remarque, c'est que je voulais vous rassurer, madame, on parle, dans le domaine de la santé publique, où je suis, on parle plus de la médecine génomique que vous le pensez. Oui, donc, j'étais invité récemment, pour la petite histoire et très rapidement, au département de santé publique pour faire quelques conférences sur les systèmes comment renforcer les systèmes de santé, comment on l'a fait au niveau de l'OMS. Et j'étais étonné par l'intérêt des étudiants à la fin en ce qui concerne toutes les questions qui concernent la prévention en général. Et on en a parlé. Donc, peut-être qu'on devrait en parler beaucoup plus, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose on n'est pas insensible à ça. Évidemment, pourquoi? Parce que quand je parle de prévention et de l'importance de la médecine génomique, moi, j'étais tout de suite emballé, et j'imagine beaucoup, dans mon cas, sont emballés par la médecine génomique, parce que très rapidement, on le sait, enfin les scientifiques et les gens qui sont dans le médical le savent, il aide à améliorer les diagnostics, aide à identifier les prédispositions génétiques à certaines pathologies et à améliorer travailler sur des traitements individualisés, etc. Donc c'est très important et on en est très conscient. Maintenant, au niveau de la communication, c'est vrai qu'il y a un grand travail à faire, mais vous le faites très très bien en ce qui concerne l'initialisation de ce projet. J'ai une toute petite question mineure, ce qui concerne le financement. Je pense que vous avez parlé d'un budget pour 2018-2019 de 67 millions de dollars, hein, c'est ça? Oui. Alors, comme vous le savez, c'est le nerf de la guerre, donc sans financement, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement. Vous parlez de tous les secteurs confondus ou vous parlez, est-ce que, je voulais simplement pour la santé, est-ce qu'il y a un budget spécifique ou vous devez vous-même gérer? En fait, sur la totalité d'une enveloppe budgétaire annuelle, il y a 95% des fonds qui retournent à la recherche à travers le financement des projets de recherche. Oui. Tout secteur confondu parce qu'on a des projets en santé, effectivement. Et ça dépend des années aussi parce que ça dépend des programmes qui sont en cours, des programmes de financement et des thématiques rattachées au concours qui roulent. Et il y a 5 % de l'enveloppe de financement qui sert à financer, entre autres, les initiatives d'éducation, l'administration générale de l'organisation. Merci.
Bonjour, alors on a une question du web qui vient de Christian Voirol, qui est professeur en médecine de famille à l'Université de Montréal. En fait, il voulait savoir s'il y avait des liens qui étaient créés entre Génome Québec et l'Université de Montréal, puis il voulait savoir également quelle était la position de l'université par rapport à la médecine génomique. Bien, il y a une excellente relation avec, en fait, toutes les universités au Québec. Et on a plusieurs chercheurs rattachés à l'Université de Montréal qui sont financés par Génome Québec. Écoutez, la relation, elle va très bien. Il y a différents types de discussions en cours actuellement. Je ne veux pas vendre quoi que ce soit, mais on travaille étroitement avec le vice-rectorat à la recherche de l'Université de Montréal. Autant qu'avec d'autres types. En fait, c'est toutes les universités, dépendamment des expertises des chercheurs et des thématiques des concours qu'on met de l'avant. C'est vraiment ce qui fait la différence. Moi, je peux peut-être me permettre, puisque je ne suis pas dans les négociations qui sont courantes, vous dire que la perception des experts, lorsqu'on les a reçus, c'est que le curriculum de formation, des médecins en particulier, aurait lieu d'être revu puis d'être augmenté en matière d'exposition à la médecine génomique, puis que la formation pourrait être améliorée dans ce sens-là. Donc, pas juste l'amélioration continue et avec la formation continue qui se fait, mais aussi le curriculum de premier cycle. Je ne sais pas si c'est la teneur des discussions que vous avez avec les différentes facultés de médecine, mais cet aspect-là est important aussi. Mais il y a eu vous savez, il y a eu un travail qui a été fait auprès des facultés de médecine pour aller chercher du soutien pour diffuser cette formation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça a été poussé, je crois, par les différents départements concernés. Maintenant, c'est toujours difficile de savoir par la suite qu'est-ce qui se passe, comment ça chemine à l'interne. Puis, venant de la même personne, outre l'université, est-ce que vous avez des liens plus spécifiques avec patients partenaires de l'Université de Montréal et c'est quoi la position de patients partenaires par rapport à la médecine génomique? Bien, je vous dirais qu'à la lumière là, de la démarche qu'on vient de faire, c'est vraiment dans la stratégie qu'on est en train de travailler. On veut vraiment, justement, mettre ces groupes de patients partenaires au cœur de notre plan de match et d'établir des liens plus serrés. Disons qu'on amorce le travail, mais c'est vraiment la vision qu'on a à assez court terme de travailler plus étroitement avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. C'était une excellente présentation sur la communication. Je me demandais si, durant votre recherche, vous avez regardé ce qui se faisait ailleurs, dans d'autres pays, parce qu'évidemment, la médecine génomique est très avancée et déjà déployée dans plusieurs autres pays. Puis, est-ce que vous avez observé ça? Puis, 2, est-ce que le Québec est en retard ou est-ce qu'on est à niveau dans la communication de la médecine génomique dans la population? Je vais commencer. Je vais laisser Émilie poursuivre un petit peu. Alors, justement, on avait la chance d'avoir un projet de maîtrise au cœur de cette recherche. Donc, oui, on a retourné toutes les pierres, on a regardé la littérature un peu partout. Et il y a quelques exemples, je vais laisser Émilie en parler un peu plus en détail, d'expériences similaires qui ont été tentées dans d'autres endroits. Si on est en retard, on n'est pas en avance. Ça, je peux le dire. Il y a certains endroits dans le monde où est-ce qu'il y a des bons importants qui ont été faits. Je pense entre autres à l'Estonie, où est-ce que le fait que tout le gouvernement est numérique. Alors, c'est sûr qu'au niveau des profils génétiques, il y a eu beaucoup d'avances qui ont été faites avec Carthagène aussi, qui est une petite version un peu plus petite, mais il y a dans certains pays où est-ce que le génome de la population a été beaucoup plus cartographié et on a beaucoup plus d'informations aussi. Donc, il y a des retards qui s'accusent au Canada. Je suis certaine aussi que Marie-Kim pourra parler de la génomique de façon générale, du portrait là-dessus. Mais sur les expériences similaires, il y avait entre autres, mon Dieu, je ne me rappelle pas le nom de l'article, mais celui où est-ce qu'il avait fait une recherche similaire aussi auprès de la population, puis l'appropriation par la population qu'on avait. Il faudrait retourner voir l'article précis, honnêtement. Là. Il y a quelques mais oui, c'est ça. Les exemples, l'Estonie, entre autres, étaient ressortis dans beaucoup d'articles qu'on avait lus. On était surpris même. Puis je pense que Marie-Kim peut compléter. Ce que je peux ajouter, c'est que notre grande inspiration de départ, ça a été l'Angleterre.
En Angleterre, au niveau de la médecine génomique, ils ont une longueur d'avance. Ils ont, entre autres, au niveau de l'éducation, ils ont créé un organisme qui s'appelle Health Education England, qui relève du ministère de la Santé directement en Angleterre et qui est vraiment mandaté pour développer des outils de communication principalement dédiés aux professionnels de la santé. Donc, eux, ils ont vraiment... D'ailleurs, c'est pas pour rien que la formation qu'on a importée, on est allé la négocier chez eux parce qu'ils sont reconnus. Il y a d'autres pays qui ont beaucoup de bonne volonté. Il se fait des choses, évidemment, aux États-Unis à des échelles... peut-être moins accessible pour nous. Mais je dois vous dire que la démarche qu'on fait présentement, là, la France nous regarde aller et puis on est en train de devenir la grande inspiration des Français. Donc, en matière d'appropriation, oui. Ça, c'est vrai. Donc, tout le monde avance. Puis même à l'intérieur du Canada, il y a certaines provinces qui sont très dynamiques, dont la Colombie-Britannique, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va, parfait. Bon, je tiens à remercier nos conférencières. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, c'était très intéressant. Pour nos prochains événements du Pôle Santé, le 4 novembre prochain, donc lundi prochain, a lieu le colloque Rendez-vous CATA, qui va être un grand colloque où est-ce qu'on va parler de système de gestion, de salle de pilotage, d'alignement stratégique et CATA. Ça va être, je vous dirais, l'événement de l'automne en amélioration continue. On a déjà 225 inscriptions et plus pour l'événement. Il est encore temps de s'inscrire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à y participer. Et sinon, le prochain séminaire du Pôle Santé va porter sur le système de santé et de services sociaux du Québec. Comment évolue-t-il et comment se compare-t-il? Un retour vers le futur. Un séminaire qui va être animé par Luc Boileau, PDG de l'INES et qui aura lieu le 20 novembre prochain. Merci.